Mes parents m'ont dit de ne pas rentrer pour Noël parce que ma chambre servait aux cadeaux. J'ai donc passé le réveillon de Noël seul dans un bistrot. 3 ans plus tard, la propriétaire qui m'avait sauvé était à mes côtés quand mes parents. Je me tenais silencieusement dans un coin isolé de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, à Paris. L'annonce aérienne pour le dernier vol vers ma ville natale résonnait régulièrement, se mêlant au rire bruyant des familles se précipitant pour se réunir pour les fêtes. Dans ma main, un billet de première classe d'une valeur de 420 € était froissé, ses creux profonds s'enfonçant dans ma paume comme une cicatrice fraîche. Il y a à peine 5 minutes, j'étais une fille pleine d'espoir, portant des cadeaux soigneusement emballés qui m'avaient coûté la prime d'un mois entier. Mais maintenant, je n'étais plus qu'une intruse. Ma mère venait d'appeler, et ces 7 mots résonnaient encore dans ma tête comme un coup de tonnerre, « Ne rentre pas. Ta chambre est un entrepôt de cadeaux. » Elle ne plaisantait pas. Elle expliqua que le nouveau petit ami de ma sœur Clémence, un homme riche que la famille espérait être sa mine d'or, apportait une montagne de cadeaux somptueux. Comme la maison était petite, ils avaient vidé ma seule chambre pour y stocker ces boîtes attachées par un ruban. Ils préféraient que des objets inanimés reposent au chaud dans ma chambre plutôt que de laisser leur plus jeune fille avoir une place pour dormir après une année de travail épuisant à Lyon. Je m'appelle Sophie Dubois, j'ai 34 ans. Et voici l'histoire du moment où j'ai réalisé que la famille n'est pas toujours un sanctuaire. C'est parfois la tempête que l'on doit traverser seul pour trouver son propre ciel de liberté. Si vous vous êtes déjà senti comme une personne invisible dans votre propre maison, si vous avez déjà tout sacrifié pour ne recevoir en retour qu'une amère indifférence, s'il vous plaît restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour me rejoindre dans ce voyage de guérison, car vous n'êtes pas seul. J'ai lentement quitté le terminal, sentant le froid glacial d'un hiver lyonnais s'infiltrer à travers mon manteau fin. Je ne voulais pas prendre de taxi pour rentrer à mon appartement vide de Lyon. J'avais besoin de marcher, de laisser ce gel figer les larmes qui menaçaient de couler. Pendant 34 ans, j'avais vécu comme un satellite en orbite autour d'une planète nommée Clémence. Ma sœur était belle, charismatique et savait toujours comment faire croire à nos parents qu'elle était leur seul trésor. Et moi ? J'étais celle qui nettoyait après ses fêtes, celle qui portait ses chandails usés jusqu'à la corde, et celle qui devait toujours être compréhensive pour lui céder tout ce qui était bien. Je me souviens, quand j'avais 10 ans, j'ai pleuré de façon incontrôlable lorsque mes parents ont offert à Clémence un piano coûteux alors que mon cadeau d'anniversaire n'était qu'un ensemble de peintures bon marché d'un magasin à rabais. Ma mère m'a serré dans ses bras et m'a dit « Sophie, tu es une bonne fille. Ta sœur a du talent. Tu dois te sacrifier un peu pour l'avenir de la famille. » Ce « sacrifier un peu » a duré 2 décennies. Quand j'ai été accepté dans une université prestigieuse à Lyon, mes parents ne m'ont pas félicité. Ils ont seulement demandé « Est-ce que ta bourse couvre les frais de subsistance ? » Parce que nous avons besoin d'argent pour le cours de compétences de vie de Clémence. J'ai occupé 3 emplois à la fois. Je faisais la plonge à la cafétéria, donnais des cours particuliers le soir et travaillais comme concierge les week-ends. J'ai sauté le déjeuner pour envoyer de l'argent à la maison tous les mois parce que ma mère se plaignait toujours que l'entreprise de mon père était en difficulté. Je pensais que tant que je réussissais, tant que j'envoyais assez d'argent, un jour ma mère me regarderait et me dirait « Je suis fier de toi, Sophie. » Mais aujourd'hui, ce billet d'avion froissé m'a donné la réponse finale. Leur amour était conditionnel, et je serais celle qui ne serait jamais assez conditionnelle pour le recevoir. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai erré vers un vieux bistrot miteux en bordure de la ville, où des néons flous se reflétaient sur le trottoir enneigé. Le bistrot s'appelait le Chêne Vert. À l'intérieur, l'odeur du café et des roulés à la cannelle exhalait une sensation étrangement chaude. Je me suis assise dans un coin et j'ai commandé un chocolat chaud. Regardant par la fenêtre, j'ai vu les flocons de neige commencer à tomber plus épais. Mon cœur à ce moment-là était comme le paysage extérieur, blanc, froid et sans direction. Chérie, le réveillon de Noël n'est pas le moment de rester assise seule avec un visage aussi triste. Une voix chaude et grave a retenti. J'ai levé les yeux. C'était une femme âgée, son visage plein de gentilles rides, ses yeux brillants d'une empathie que je n'avais jamais vue chez ma propre mère. C'était Hélène, la propriétaire et la seule serveuse ce soir-là. Elle a placé une assiette supplémentaire de roulés à la cannelle chaud sur la table que je n'avais pas commandée. Ce n'est pas grand-chose, mais cela vient du cœur. Je vous ai vu rester là dehors pendant longtemps. Qu'est-ce qui a amené une fille brillante comme vous à errer par une nuit comme celle-ci ?
Je n'ai plus pu me retenir. Les frustrations et la douleur lancinante dans ma poitrine de toutes ces années ont éclaté. Je lui ai parlé du billet d'avion, de la chambre transformée en entrepôt de cadeaux, des jours où je sautais des repas pour envoyer de l'argent à la maison. J'ai pleuré, non pas pour l'argent perdu, mais pour moi-même, la personne qui avait passé toute sa jeunesse à chasser une ombre appelée famille qui n'était en réalité qu'un mirage. Hélène a écouté en silence. Elle ne m'a pas conseillé d'être indulgente. Elle ne m'a pas dit que, ce sont toujours tes parents. Elle a juste doucement pris ma main tremblante et a dit, Sophie, écoutez-moi. Certaines personnes naissent dans un berceau rempli de fleurs. Mais d'autres doivent elles-mêmes défricher les épines pour s'y asseoir. S'ils vous ont fermé la porte, ce n'est pas votre perte. Ce sont eux qui viennent de perdre la seule personne qui les aimait vraiment. Ce soir, si vous n'avez nulle part où aller, le petit grenier au-dessus de ce bistrot vous est toujours ouvert. Je n'ai pas de cadeau somptueux, mais j'ai un cœur qui écoute. Et cette nuit-là, pour la première fois en 34 ans, j'ai dormi profondément sans me soucier de l'argent que je devais envoyer chez moi le lendemain, ou des problèmes que Clémence avait encore causés. J'ai réalisé que la liberté ne commence pas par avoir beaucoup d'argent. Elle commence lorsque vous osez vous éloigner des chaînes d'une compassion mal placée. Pendant les 3 années suivantes, j'ai coupé complètement les ponts. J'ai changé mon numéro de téléphone et bloqué tous les comptes de médias sociaux de ma famille. J'ai passé ce temps à travailler, à guérir mon âme sous la direction d'Hélène. Elle m'a appris à faire de la pâtisserie, mais plus important encore, elle m'a appris à m'aimer moi-même avant d'aimer les autres. J'ai progressé rapidement dans ma carrière en ressources humaines à Lyon. J'ai commencé à avoir ce dont j'avais toujours rêvé, un petit appartement surplombant le Rhône, des amis sincères et une vraie famille au bistrot Le Chêne Vert. Mais j'ignorais qu'ailleurs, ma famille en or commençait à payer le prix de son avidité. Clémence, avec sa nature frivole, avait entraîné mes parents dans un investissement douteux. Et lorsque la bulle a éclaté, ils ont réalisé que la seule personne toujours disposée à se sacrifier pour les sauver n'était plus là pour qu'ils la saignent à blanc. Ils ont commencé à me chercher, non pas pour s'excuser, mais pour mettre en œuvre un dernier piège de chantage émotionnel. Et le moment où ils sont apparus à ma cérémonie de remise des prix de carrière à Lyon 3 ans plus tard a été le moment où j'ai dû faire mon choix final, redevenir la fille faible ou continuer sur le chemin de la liberté que j'avais travaillé si dur à construire. J'étais assise dans le petit grenier au-dessus du bistrot d'Hélène, Le Chêne Vert, regardant les flocons de neige commencer à recouvrir le rebord de la fenêtre. Hélène avait placé une tasse de tisane à la camomille chaude dans mes mains, la vapeur montante brouillant mes yeux, qui étaient encore gonflés d'avoir pleuré. Le silence était rompu seulement par le tic-tac rythmé d'une horloge ancienne. Les souvenirs de mes années à Lyon ont commencé à affluer, vifs et douloureux comme des éclats de verre brisés. Les gens disent souvent que Lyon est une ville d'esprit brillant, d'érudition et d'avenir prometteur. Mais pour moi, il y a 15 ans, Lyon n'était rien de plus que les couloirs sombres des amphithéâtres, où je faisais constamment la course contre mes notes et les factures que je devais envoyer à la maison. Je me souviens vivement de mes 19 ans. Alors que mes pères profitaient des vacances de printemps sur des plages baignées de soleil, j'étais à genoux en train de récurer les soldes d'une vieille bibliothèque pour gagner 9 € de l'heure supplémentaire. Je n'ai pas utilisé cet argent pour acheter de nouvelles chaussures ou un repas décent. Je l'ai utilisé pour acheter à ma sœur Clémence la robe de soie qu'elle disait essentielle pour son gala scolaire. Ma mère m'a appelé pendant 3 jours d'affilée juste pour dire une chose, Sophie, ta sœur a besoin de briller. Si elle décroche un mari riche, toute la famille sera prise en charge. Supporte-le juste un peu. Tu es déjà habitué à vivre simplement, de toute façon. Habitué à vivre simplement. C'était leur façon de romantiser l'injustice qu'ils m'infligeaient. Ils ont transformé mon sacrifice en un devoir évident et la mesquinerie de Clémence en un privilège indéniable. Si vous regardez cette vidéo et sentez votre cœur se serrer parce que vous vous reconnaissez dans mon histoire, celle qui est toujours le soutien silencieux pour que les autres puissent prendre la gloire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime immédiatement. Votre empathie est la médecine qui nous guérit, moi et vous. Le summum de ma douleur est survenu au cours de l'hiver de ma 3e année. J'ai contracté une pneumonie grave après avoir travaillé plusieurs nuits tard dans la neige fondante et glaciale. J'étais allongé dans ma chambre d'étudiant exigu, ma respiration sifflante et une fièvre me rendant délirante. J'ai rassemblé tout mon courage pour appeler la maison, espérant un mot d'inquiétude ou simplement un peu d'encouragement. Mon père a décroché, mais avant que je puisse lui dire que j'étais malade, il s'est vanté avec enthousiasme, « Sophie, ta sœur vient d'entrer dans ce cours de compétences de vie à Londres.
Ta mère et moi grattions de l'argent pour son billet. Peux-tu envoyer 470 € supplémentaires ce mois-ci? Considère cela comme un cadeau pour la féliciter. J'étais sans voix. Une quinte de toux m'a saisi, me faisant mal à la poitrine. J'ai murmuré d'une voix rauque, « Papa, j'ai une très forte fièvre. Je ne suis même pas sûr de pouvoir aller travailler. » La réponse de mon père a gelé mon cœur pour toujours, « Ce n'est qu'une fièvre. Tu as toujours été forte comme un bœuf. Prends juste quelques pilules et tu iras bien. Ne laisse pas tes petits problèmes gâcher la joie de ta sœur. Tiens bon, toute la famille compte sur toi. » Il s'est avéré que dans cette famille, ma santé n'était pas aussi importante que les vacances de ma sœur. Mon existence n'était valorisée que par la quantité d'argent que j'envoyais à la maison chaque mois. Cette nuit-là, j'ai rampé dans le noir et je me suis cuisiné un bol de mince bouillie avec mes propres larmes. C'est le moment où j'ai réalisé que si je ne m'aimais pas moi-même, personne ne le ferait jamais. Mais malgré la douleur, la nature d'une femme pour sa famille m'a empêché de lâcher prise. J'ai continué à travailler comme une machine. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai été embauché par une grande entreprise à Lyon avec un salaire dont beaucoup ne pouvaient que rêver. Et savez-vous ce que mes parents ont fait? Ils ont organisé une fête grandiose à la maison. J'étais si heureuse. Je pensais que la fête était pour moi. J'ai conduit 5 heures pour rentrer avec un sourire radieux. Mais quand j'ai franchi la porte, j'ai vu une grande bannière, « Félicitations, Clémence, pour avoir trouvé un petit ami riche. » Je suis resté perdu au milieu des invités, tenant toujours mon prix d'entreprise à la main. Ma mère est passée, a pointé du doigt ma simple tenue de bureau et a chuchoté, « Pourquoi ne portes-tu rien de scintillant? Tu ressembles à la domestique de Clémence. N'embarrasse pas ta sœur devant son petit ami. » Hélène m'a regardé, touchant doucement mon épaule pour me tirer de ce sombre flot de souvenirs. Elle a dit, « Sophie, tu sais, les gens qui cèdent toujours ne le font pas parce qu'ils sont faibles. Ils le font parce qu'ils ont un cœur trop grand. Mais peu importe la taille d'un cœur, s'il n'est là que pour que les autres le piétinent, il finira par se briser. » J'ai regardé Hélène, une étrangère que je n'avais rencontrée que quelques heures auparavant. Pourtant, elle m'a donné un sentiment de paix plus profond que ma propre mère ne m'en avait jamais donné. Elle a commencé à me raconter sa vie, comment elle aussi avait été mise de côté et avait dû construire le chêne vert à partir de rien avec ses propres mains. La liberté, ce n'est pas quand on a beaucoup d'argent, a dit Hélène, sa voix résonnante. La liberté, c'est quand on ose dire non aux gens qui ne savent utiliser les liens du sang que pour vous faire chanter émotionnellement. Ce soir, dans ce grenier, vous commencez à apprendre à prononcer cette phrase. Pendant toute la semaine qui a suivi, je suis resté avec Hélène. J'ai appris à cuire des roulés à la cannelle parfumée, à sourire aux étrangers, et le plus important, j'ai appris à rester silencieuse face aux messages urgents pour avoir de l'argent de ma mère. J'ai changé mon numéro de téléphone. J'ai déménagé de mon ancien appartement. J'ai commencé une vie invisible pour ma famille, mais radieuse pour moi-même. J'ai utilisé mes primes pour voyager, pour acheter des choses que j'aimais et pour investir en moi-même. Mais la vie n'est jamais plate. Ma sœur Clémence, après avoir gaspillé tout l'argent que mes parents m'avaient soutiré, s'est impliquée dans une escroquerie financière choquante. Elle avait utilisé le titre de « directrice des ressources humaines Sophie Dubois » pour contresigner des prêts illicites. Ils pensaient que juste en pleurant, juste en me rappelant les soi-disant liens du sang, je m'agenouillerais encore une fois pour prendre en charge la dette pour eux. Ils ne savaient pas que l'enfant faible dans l'ombre était morte cette nuit de Noël à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit où je me tenais paralysé au milieu de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 3 ans, c'est assez long pour qu'une blessure profonde se cicatrise, mais assez court pour que, lorsque l'on y touche, on puisse encore sentir la piqûre glaciale de la trahison. Je n'étais plus l'ancienne Sophie, la femme qui vivait les épaules affaissées sous le poids écrasant des attentes familiales. Maintenant, je me tenais droite dans la cuisine d'Hélène au bistrot Le Chêne Vert tous les matins avant de me rendre à mon bureau à Lyon. Hélène m'avait appris, pour que le pain soit bon, la pâte doit être pétrie avec force, et pour qu'une personne grandisse, elle doit savoir quand lâcher prise sur les choses qui l'alourdissent. Hélène ne m'a pas seulement donné un endroit où rester. Elle m'a donné une famille choisie, le vieux charpentier qui louait toujours ma soupe, et l'étudiante que je mentorais en compétences RH pour la première fois de ma vie. J'ai senti que ma valeur ne résidait pas dans la quantité d'argent que j'envoyais, mais dans ma présence dans le cœur de ceux qui m'entouraient. Ma carrière dans l'entreprise de technologie à Lyon a atteint de nouveaux sommets.
J'ai été nommée directrice principale des ressources humaines. J'avais un petit appartement surplombant le Rhône où je pouvais lire paisiblement et écouter le clapotis rythmé des vagues. J'avais appris à m'aimer. J'ai acheté les plus belles robes, j'ai fait des voyages auxquels j'avais dû renoncer pour Clémence, et surtout, j'avais un compte d'épargne solide à mon propre nom. Mais la tempête, nommée ma famille biologique, ne s'était jamais vraiment évanouie. Ils attendaient juste le moment où j'étais à mon apogée, pour trouver un moyen d'atténuer cette lumière. Un vendredi après-midi, alors que je me préparais pour ma cérémonie de remise des prix de carrière, le téléphone du bureau a sonné. Un numéro inconnu. Instinctivement, j'ai décroché. Sophie, c'est toi. C'était la voix de ma mère, toujours ce ton sombre, tremblant, dramatique qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait éveiller ma compassion. Mon cœur s'est serré un instant, mais cette fois mes mains n'ont pas tremblé. Oui, c'est bien moi. Comment puis-je vous aider, ai-je répondu, m'efforçant de garder ma voix aussi calme que si je parlais à un partenaire commercial éloigné. Pourquoi m'appelez-vous, madame? Sophie, je sais que j'ai eu tort, mais je suis ta mère, a-t-elle commencé à sangloter. Notre famille a de gros problèmes. Chérie, Clémence, ta sœur a été escroquée. Ou plutôt, elle a pris un risque imprudent en essayant de sauver l'entreprise de ton père. Elle a utilisé ton nom, ta signature falsifiée pour contracter un prêt massif auprès de personnes effrayantes. Maintenant, elles sont à notre porte, menaçant ton père et moi si nous n'avons pas l'argent pour payer. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir luxueux, regardant le Rhône. Un sentiment d'absurdité montait en moi. Il m'avait mise à la porte pour faire de la place aux cadeaux somptueux de Clémence, et maintenant que ces cadeaux s'étaient transformés en billets de dette, il se souvenait soudainement de mon existence. Madame Dubois, les jeux interrompus. Il y a 3 ans, vous avez choisi des boîtes cadeaux plutôt que votre fille. Vous avez choisi le faux honneur plutôt que les liens familiaux. Cette dette appartient à Clémence, celle dont vous étiez toujours si fier. Pourquoi appeler une personne égoïste et nécessiteuse comme moi? Tu ne peux pas être aussi insensible. La voix de mon père a grogné en arrière-plan, pleine d'une rage familière. Nous t'avons donné naissance, t'avons élevé. Maintenant que ta sœur a fait une erreur et que tu es la plus performante, c'est ta responsabilité de l'assumer. Le montant n'est que de 325 000 euros. Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un comme toi à Lyon? 325 000 euros. Un nombre assez grand pour acheter la liberté d'une personne ou pour l'enterrer pour toujours. Juste à ce moment, Hélène est entrée dans mon bureau avec un petit plateau de pâtisserie. Voyant mon visage pâlir, elle n'a rien dit, mais a placé sa main sur mon épaule. Ce contact a été comme un courant chaud me réveillant. J'ai réalisé que c'était un piège. Clémence n'avait pas seulement falsifié ma signature. Elle avait intentionnellement exploité ma position à Lyon pour commettre une fraude. Si je signais un seul papier pour les sauver maintenant, la carrière et la réputation que j'avais travaillé si dur à construire disparaîtraient. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, ils essayaient involontairement ou intentionnellement de me tirer dans l'abîme avec eux. Écoutez, ai-je dit, ma voix plus froide et plus décisive que jamais. Je ne paierai pas un seul centime pour les erreurs de Clémence. Et si vous appelez ce numéro une seule fois de plus, je vous dénoncerai pour harcèlement et fournirai des preuves de la falsification de Clémence aux enquêteurs. J'ai raccroché. Le silence est tombé, terrifiant, dans la pièce. J'ai regardé Hélène et mes larmes ont commencé à couler. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de finalité. Vous avez fait ce qu'il fallait, Sophie, a murmuré Hélène. Sauver quelqu'un qui se noie est une vertu, mais laisser quelqu'un vous entraîner intentionnellement sous l'eau avec lui est une folie. Vous avez payé votre dette envers eux avec 30 ans de votre jeunesse. Maintenant, il est temps de vivre pour vous-même. Mais la famille Dubois n'abandonnerait pas si facilement. Ils savaient que le lendemain était ma cérémonie de remise des prix de carrière, un événement majeur auquel assisteraient les médias et de hauts fonctionnaires de Lyon. Ils connaissaient ma plus grande peur, l'humiliation publique. Ils avaient conçu un plan final, se présenter à la cérémonie jouant le rôle de pauvres parents abandonnés par leurs filles riches pour me forcer à signer la garantie de prêt devant le public. Ils pensaient que ma faiblesse pour sauver la face triompherait de ma force nouvellement acquise. Cette nuit-là, je suis resté au bistrot très tard. J'ai regardé la liste des invités et j'étais certaine que leur nom n'y figurait pas. Mais je savais aussi qu'ils trouveraient n'importe quel moyen de s'y glisser. Je n'avais plus peur.
J'ai commencé à préparer un dossier, pas un dossier de ressources humaines mais un dossier de chaque centime que j'avais envoyé à la maison au cours des 10 dernières années, et des preuves de la falsification de Clémence que j'avais discrètement recueillies auprès de sources bancaires. La lumière d'un nouveau jour a commencé à poindre sur le Rhône. La cérémonie de remise des prix aurait lieu ce soir. Je me suis tenu devant le miroir vêtu d'une robe bleu marine élégante mais puissante. Je n'étais plus l'enfant qui pleurait à l'aéroport. Je suis Sophie Dubois, et je suis prête à mettre fin à cette symphonie de trahison avec la note la plus libératrice de toutes. Ma famille pensait qu'elle allait à une fête pour commettre un chantage. Elle ne savait pas qu'elle allait à un procès de la vérité, où je ne serais plus la défenderesse, mais la juge de ma propre vie. La grande salle de bal de l'hôtel Majestic à Lyon miroitait sous l'éclat des lustres en cristal. L'odeur de parfums coûteux, le cliquetis rythmé des verres à vin et le bourdonnement des conversations universitaires créaient un monde qui contrastait fortement avec l'humble bistrot d'Hélène. Ce soir, je portais une robe bleu marine, mes cheveux relevés en un chignon élégant. Je me tenais là non plus comme la fille abandonnée, mais comme l'une des leaders en ressources humaines les plus prometteuses de la ville. Hélène se tenait dans un coin tranquille, portant ses plus beaux vêtements, me faisant un signe de tête avec un sourire. Elle était mon ancre, m'empêchant d'être emporté par la tempête émotionnelle qui montait en moi. Alors que la cérémonie commençait, je suis monté sur le podium pour recevoir le prix du leadership pour la communauté. Mais juste au moment où ma main a touché le trophée en cristal, un tumulte a éclaté à l'arrière de la salle. Des cris stridents et des lamentations désespérées ont déchiré l'atmosphère formelle. « Sophie, mon enfant, aide-nous. Sauve ta mère et ton père. » Ma mère a fait irruption, ses cheveux échevelés, son visage méticuleusement maquillé pour paraître hagard. Mon père la suivait, la soutenant avec une expression d'agonie, comme s'il venait de survivre à une catastrophe. Et bien sûr, Clémence était là. Elle se tenait derrière eux, sanglotant dans ses mains, serrant un épais dossier. Les yeux des PDG, des journalistes et des fonctionnaires de Lyon ont tous pivoté vers moi. Des murmures ont commencé à onduler dans la pièce. Ce sont ses parents ? Que se passe-t-il donc ? Ils l'avaient fait. Ils avaient amené leur théâtre familial à l'endroit que je tenais le plus sacré. Ma mère s'est effondrée sur ses genoux juste devant le podium, agrippant l'ourlet de ma robe. « Sophie, je t'en supplie. Toi seule peux sauver cette famille. Ta sœur a fait une erreur. Mais c'est ta propre chair et ton propre sang. Ils ont menacé de brûler la maison, de nous tuer si tu ne signes pas cette garantie. Tu es riche. Tu as du succès. Tu ne peux pas simplement regarder tes parents mourir. » Clémence s'est approchée, brandissant le dossier de la dette de 325 000 € vers mon visage. Sa voix tremblait, mais ses yeux contenaient une lueur de triomphe cachée. « Sophie, je sais que j'ai gâché les choses, mais je l'ai fait pour donner une vie meilleure à maman et papa. Tu as juste besoin de signer une seule fois. Ta réputation à Lyon garantira cette prolongation de prêt. Tu ne veux pas que les gros titres de demain disent « La directrice des ressources humaines laisse ses parents se faire expulser », n'est-ce pas ? C'était un coup fatal, une menace déguisée en plaidoyer. Il tenait ma réputation en otage. J'ai regardé ma mère, les larmes que je croyais autrefois réelles. J'ai regardé mon père, qui se tenait là avec ce regard de « Tu as une responsabilité ». Et j'ai regardé Clémence, la personne qui a volé ma chambre, volé mon enfance, et voulait maintenant voler mon avenir. J'ai pris une profonde inspiration. L'air frais du Rhône à l'extérieur a semblé remplir mes poumons, calmant la colère montante. Je ne me suis pas penché. Je n'ai pas pleuré. J'ai lentement tendu la main vers le microphone. Mesdames et messieurs, ma voix retentit, claire et d'acier à travers les haut-parleurs. Ceci est ma famille. Les mêmes personnes qui, il y a 3 ans, m'ont mise à la porte le soir de Noël afin de pouvoir utiliser ma chambre comme placard de rangement pour les cadeaux du petit ami de ma sœur. Les murmures se sont arrêtés instantanément. La foule était stupéfaite. Ma mère s'est figée. Elle ne s'était pas attendue à ce que j'expose leur honteuse vérité ici même. Aujourd'hui, ils sont ici pour exiger que je signe une dette de 325 000 € qu'Amanda Clémence a contractée en falsifiant ma signature. J'ai ouvert le dossier que j'avais préparé, sortant des relevés bancaires et des comparaisons de signatures. Ceci est la preuve que Clémence a utilisé mon identité pour frauder des prêteurs. Et ceci est une liste de chaque centime que j'ai envoyé à la maison au cours des 10 dernières années, totalisant plus de 185 000 €,
ce qui n'était toujours pas suffisant pour satisfaire leur cupidité. Je me suis tourné pour regarder directement Clémence. Tu dis que tu as fait cela pour nos parents? Non, tu l'as fait pour des sacs à main de créateurs et des vacances de luxe que tu as affichés sur les réseaux sociaux pendant que je faisais 3 boulots à Lyon. Vous dites que je suis insensible? J'ai regardé mes parents. Non. J'ai passé 30 ans à être une fille dévouée jusqu'à ce que vous prouviez que je valais moins pour vous qu'une pièce de rangement. Mon père a tenté de s'élancer pour attraper le microphone, mais la sécurité de l'hôtel l'a immédiatement intercepté. Aujourd'hui, ai-je continué, ma voix portant une liberté que je n'avais jamais connue. Je ne signerai pas un seul papier. Je ne paierai pas pour des erreurs que je n'ai pas commises. Je vous dois la vie que vous m'avez donnée. Et j'ai payé cette dette avec 10 ans de travail acharné et de silence face à l'injustice. À partir de cet instant, cette dette est entièrement réglée. J'ai regardé vers Hélène. Elle souriait, ses yeux brillants de fierté. Ça, c'était ma vraie famille. Maman, ai-je dit, plus doucement cette fois, mais assez fort pour qu'elle entende. Tu m'as dit un jour que j'étais une adulte et que je devais comprendre la famille. Eh bien, je suis une adulte maintenant. Et je comprends que la famille n'est pas un lieu de chantage. Si vous voulez sauver Clémence, vendez les cadeaux que vous avez utilisés ma chambre pour stocker. Quant à moi, je m'en vais. J'ai posé le microphone et j'ai dépassé ma mère, dépassé le silence stupéfait de la foule. J'ai marché vers la sortie où Hélène attendait. Derrière moi, Clémence a commencé à crier. Mon père a maudit et ma mère a pleuré. Mais étrangement, le bruit ne pouvait plus m'atteindre. C'était comme le vent soufflant contre une maison construite en pierre massive. Je n'étais plus une victime. J'étais libre. Les portes de la salle de bal ont claqué derrière moi, laissant les cris de Clémence et les plaintes de ma mère s'estomper dans le vide. Je suis entré dans le hall de l'hôtel et j'ai pris une profonde inspiration de l'air vif de la nuit lyonnaise. Étrangement, je n'ai ressenti aucune culpabilité. J'ai ressenti un soulagement, comme si j'avais finalement enlevé une lourde armure de fer que j'avais été forcé de porter pendant 34 ans. Hélène marchait à côté de moi. Elle n'a rien dit, a seulement pris ma main en silence. Cette poignée de main ne demandait rien et n'avait aucune condition. C'était simplement une présence. C'était exactement ce que ma famille biologique n'avait jamais été capable de fournir. Quelques semaines après la cérémonie, des nouvelles de la maison ont commencé à me parvenir par l'intermédiaire de quelques vieilles connaissances. La vérité n'eût été plus sombre que je ne l'avais imaginé. La dette de 325 000 € de Clémence n'avait pas servi à sauver l'entreprise de mon père. Elle avait brûlé chaque centime dans un échange de crypto-monnaies illégales et des articles de luxe pour maintenir la façade d'une future socialité. Lorsque j'ai refusé de signer la garantie, les créanciers ont perdu patience. La vieille maison, celle contenant la pièce de cadeau dont ma mère était si fière, a été saisie et scellée. Mes parents ont dû déménager dans un appartement loué minable à la périphérie de la ville. Clémence, qui se voyait toujours comme le centre de l'univers, faisait maintenant face à des accusations de falsification et de fraude. Un soir, alors que j'aidais Hélène à nettoyer le chêne vert, ma mère est apparue. Mais cette fois, elle n'avait ni fierté ni drame. Elle se tenait là, l'air 10 ans plus vieux, ses vêtements autrefois chers maintenant effilochés et usés. « Sophie, je suis seulement venue te donner ceci, » dit-elle, sa voix tremblante alors qu'elle tendait une petite boîte en fer blanc. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos de moi enfant. Quelques rubans à cheveux et un certificat de mérite scolaire jauni. En faisant mes cartons, j'ai réalisé que je n'avais rien de Clémence à garder. Tout ce qu'elle avait été emprunté ou était une dette. Seules ces choses à toi étaient réelles. J'avais tort, Sophie. Je t'ai transformée en ombre pour éclairer une fausse lumière. J'ai regardé ces mémentos pathétiques. Une partie de moi voulait l'embrasser et dire que tout irait bien. Mais l'autre partie, la partie qui avait grandi à travers la douleur, me rappelait que son regret venait de l'échec, pas nécessairement de l'amour. Elle s'était réveillée parce qu'elle avait tout perdu, pas parce qu'elle avait soudainement réalisé ma valeur alors que j'étais les mains vides. Maman, ai-je dit, mon ton si calme qu'il m'a surprise moi-même. Merci pour ces photos. Elle me rappelle à quel point cette enfant était forte pour survivre. Je vous enverrai une somme d'argent suffisante pour que vous et papa puissiez louer un endroit stable et payer une assurance maladie. C'est ma responsabilité finale en tant que fille,
mais je ne paierai pas les dettes de Clémence, et je ne reviendrai pas. Ma mère a pleuré, mais cette fois c'étaient des larmes silencieuses. Elle a compris que le lien avait été rompu par sa propre main ce soir de Noël il y a des années. Elle est partie, me laissant la boîte en fer blanc et une vérité claire: la guérison ne consiste pas à effacer le passé, mais à apprendre à le regarder sans ressentir la douleur. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai consacré plus de temps à moi-même. J'ai marché le long du Rhône avec Hélène, j'ai appris à faire pousser des pots de lavande sur mon balcon et j'ai assisté à des séances de thérapie. J'ai réalisé que la faiblesse que je détestais autrefois était en fait la sensibilité et la compassion, de merveilleux cadeaux s'ils étaient offerts aux bonnes personnes. À Lyon, ma carrière a brillé plus fort que jamais parce que j'avais appris à gérer avec une véritable empathie. Je ne travaillais plus pour prouver quoi que ce soit à mes parents. Je travaillais parce que j'aimais ce que je faisais. Un après-midi ensoleillé et chaud, Hélène m'a regardé et m'a demandé: « Sophie, es-tu toujours en colère contre eux ?» J'ai souri, regardant la lavande en fleurs. Non, Hélène. La colère est une sorte de chaîne, et je suis beaucoup trop fatigué d'être enchaîné. Je me sens juste légère. Je leur ai pardonné. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je mérite la paix. Mais la vie nous réserve toujours des surprises finales. Juste au moment où je pensais que tout était fini, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Clémence, dans son désespoir, avait révélé un secret sur un héritage de ma grand-mère que mes parents avaient caché pendant toutes ces années spécifiquement pour elle. Ce secret pouvait complètement changer la situation et était le test final pour mon cœur guéri. Le secret contenu dans la lettre de l'avocat, que Clémence avait accidentellement exposé dans son désespoir, a bouleversé tout ce que la famille Dubois pensait savoir. Il s'est avéré que ma grand-mère, la seule personne qui ait vraiment vu mes difficultés quand j'étais enfant, avait laissé un petit fonds fiduciaire et une parcelle de terre remplie de lavande à la périphérie de Lyon. Mes parents l'avaient caché pendant 10 ans, avec l'intention de le transférer à Clémence lorsqu'elle se marierait. Mais par un coup du destin, le testament de ma grand-mère stipulait clairement: cet actif n'appartiendra à Sophie que lorsqu'elle tiendra fermement sur ses 2 pieds, ou lorsque sa famille ne sera plus un refuge sûr pour elle. Quand ils l'ont découvert, Clémence a frénétiquement exigé que j'hypothèque le terrain pour payer ses dettes. Mon père a eu recours à ces vieilles tactiques, m'appelant pour dire que ma grand-mère voudrait sûrement que je sauve la famille. Mais cette fois, je n'ai ressenti aucune douleur, seulement l'absurdité pure de la situation. Je les ai rencontrés une dernière fois au bureau de l'avocat. Lorsque je suis entré, je les ai vus tous les 3 assis là, l'air épuisé et gris. J'ai placé la renonciation à l'héritage sur la table. Leurs yeux se sont illuminés, mais le sourire de Clémence est mort instantanément lorsque j'ai parlé. Je ne vendrai pas cette terre pour payer tes erreurs, Clémence, ni ne la garderai pour moi. J'ai décidé de transformer toute cette parcelle en une fondation caritative nommée d'après ma grand-mère, dédiée au soutien des jeunes femmes à Lyon qui ont été rejetées par leur famille. Ma mère était consternée. Mais qu'en est-il de la dette de ta sœur? Qu'en est-il de notre vieillesse? Je vous l'ai déjà dit, ai-je répondu calmement. Je vous fournirai une allocation mensuelle de base par l'intermédiaire du compte de l'avocat. C'est mon dernier acte de devoir filial. Quant à Clémence, tu dois faire face aux conséquences légales de tes actions. Je ne peux pas nourrir cette toxicité une seule seconde de plus. Je suis sorti de ce bureau avec le sentiment d'avoir perdu les toutes dernières chaînes de mon passé. Il n'y a eu ni vengeance sanglante, ni malédiction dramatique. Leur plus grande punition a été mon indifférence et la réalité de devoir faire face à leurs propres conséquences seuls. 1 an plus tard, le bistrot Le Chêne Vert d'Hélène a maintenant une petite annexe juste à côté de mon jardin de lavande. C'est devenu un sanctuaire pour les âmes perdues. Je ne suis plus seulement une directrice des ressources humaines définie par mon travail. Je passe mes après-midi de week-end à cueillir des fleurs avec Hélène et à écouter les histoires de jeunes femmes qui ont besoin d'être entendues. J'ai aussi rencontré quelqu'un, un homme qui me chérit, non pas pour ce que je peux lui fournir, mais pour qui je suis. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que c'était que d'être soigné quand j'étais malade, d'être écouté quand j'étais triste, et d'être la priorité numéro 1 de quelqu'un. Un après-midi, debout au milieu du champ de lavande violet vibrant, j'ai reçu une photo d'un ancien voisin. Elle montrait mes parents et Clémence assis dans un appartement exigu et miteux, l'air profondément seul au milieu de leur tas de vieux meubles. J'ai regardé la photo, j'ai laissé échapper un soupir doux, et je l'ai doucement supprimé. Je n'ai ressenti ni haine, ni pitié. Ils étaient simplement des étrangers qui partageaient autrefois un toit.
Je me suis retourné pour voir Hélène, qui souriait et me faisait signe de venir prendre le thé. J'ai couru vers elle, mon cœur battant